Région de France, Donnez vie à l'avenir. face à la crise, les régions se mobilisent et agissent pour les jeunes, l'emploi, les entreprises, la santé, la recherche, les transports et la mobilité, le tourisme, l'environnement, le sport et la culture, la relance. Demain, donnons encore plus de force aux régions. Région de France. Donnez vie à l'avenir. Bonsoir et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Marie-Ève Malouine et j'ai le plaisir de présenter cette controverse des régions de France consacrée au rôle des régions dans l'Union européenne. Ces rencontres ont lieu tous les mois depuis le début de l'année, mais celle-ci est un petit peu particulière puisqu'elle fait partie des événements du Joli Mois de l'Europe, une initiative française organisée tous les ans en marge de la fête de l'Europe. Pendant un mois, dans vos régions, différentes manifestations sont organisées pour mieux comprendre le rôle et l'action de l'Europe et valoriser les projets qu'elle finance tout près de chez vous. C'est ce que nous allons faire ce soir en nous interrogeant sur le rôle des régions dans le cadre de l'Union européenne. Quel est-il précisément? Ce rôle doit-il évoluer? La crise sanitaire a-t-elle changé la donne? Les enjeux ont-ils changé? Pour répondre à ces questions, deux invités. Isabelle Coustet, chef du bureau du Parlement européen en France. Bonsoir. Et Yves Bertoncini, président du Mouvement européen France, consultant et enseignant en affaires européennes. Grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également notre partenaire La Tribune qui retransmet cette controverse Région de France sur son site latribune.fr. Et puis je rappelle aux internautes qui nous suivent en direct qu'ils peuvent nous poser des questions à travers le chat qui est en bas de l'écran, de leur écran d'ordinateur ou de téléphone. Julie Gourden, qui est spécialiste de ces questions à Région de France, nous les transmettra tout à l'heure. Il y a 2 jours s'est ouverte la conférence sur l'avenir de l'Europe. Nous allons en reparler, mais d'abord, commençons par planter le décor. D'après différentes enquêtes, les Français se méfient des institutions européennes, mais ils se sentent en même temps européens et y croient à ce projet. Alors je me tourne vers Isabelle Coustet parce que le prochain baromètre va sortir en juin, mais on connaît déjà quelques indications. Et les Français sont un peu différents des autres par rapport à l'Europe. Oui, alors je vais vous donner quelques indications alors que je n'ai pas le droit de faire puisqu'on sortira les résultats vraiment seulement à la mi-juin. Mais les grandes lignes. Mais les grandes lignes, effectivement, je vous le donne en exclusivité, je le fais volontiers pour ce soir. Alors la bonne nouvelle, c'est d'abord que les Européens, l'image de l'Union européenne reste élevée. Ils ont une bonne image de l'Union européenne dans toute l'Union européenne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ce sont des taux qui sont... il faut remonter à 2009 pour trouver une bonne image de l'Union à ce point-là. Donc, avant, on va dire, la crise de 2008. Donc ça, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que les Européens entendent parler beaucoup de l'Union européenne en ce moment. Après, quand on regarde le niveau des Français, il est inférieur au niveau de... cette bonne image est très inférieure en France, et on est les derniers de la classe. Donc avec 40% de Français qui ont une bonne image. Ça reste quand même la majorité, mais on est les derniers de tous les pays européens. Ce sont les Français qui sont ça, un peu plus... très franchement, voilà. Alors, quand on regarde après dans les détails, on s'aperçoit qu'il y a des chiffres importants de Français qui ont entendu parler de l'Union européenne, 37%, et qui ont entendu, on leur a posé la question, connaissez-vous les mesures que l'Union européenne a prises dans la lutte contre le Covid? Êtes-vous satisfait de ces mesures? Donc on remarque qu'il y a des bons chiffres, oui on les connaît, oui on les a entendus, et par contre on a un taux de satisfaction en France qui est aussi assez dans les derniers de la classe, avec seulement, alors je vais quand même vérifier le chiffre, 37%, 35% seulement qui sont satisfaits, alors que la moyenne de l'Union européenne est à 48%. Donc nous ne sommes particulièrement pas satisfaits des mesures. Mais on s'aperçoit que plus on a entendu parler des mesures et plus on est informé, plus on est satisfait. Donc c'est un petit peu aussi savoir est-ce qu'on sait bien ce que l'Union européenne a fait, notamment sur les vaccins. L'étude elle a été menée en mars-avril, au moment où tout le monde tapait sur l'Union européenne. Je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on pourrait aussi en parler. C'est pareil aussi, les Français sont très déçus de la solidarité entre États membres. Alors, évidemment, par contre, on a eu l'impression que chacun jouait un petit peu. Alors, pas dans l'histoire des vaccins, justement. On achète de façon groupée.
Et par contre, dans les plus petits États membres, on a des taux très forts, des taux qui sont des taux de satisfaction qui sont plus élevés sur la solidarité. Mais justement, pour les vaccins, quand on a comparé à d'autres pays dans le monde, on a eu un petit peu l'impression que l'Europe, en tout cas c'est ce qui sortait pour l'image des Français, elle avait été trop tatillonne, trop administrative, qu'elle avait un peu trop respecté les règles aussi. Alors il faut comprendre aussi d'où par l'Union européenne, elle n'avait pas de compétences et les États membres leur ont donné à la Commission européenne des conditions pour acheter groupés ces vaccins. Et c'était une question de survie pour l'Union européenne de ne pas recommencer l'histoire des masques. Vous auriez imaginé, aujourd'hui, on ne savait pas qui allait trouver les vaccins. Aujourd'hui, il y aurait des États qui ne commenceraient même pas la vaccination. Mais pour l'image un petit peu de l'Europe, un peu tatillonne, trop administrative. Mais ce sont les États membres qui lui ont fixé ces conditions. Un vaccin pas cher, les données personnelles pour les Européens et pas au labo. Je vous rappelle que c'est quand même un principe fondamental des valeurs de l'Union européenne aujourd'hui. Dans l'Union européenne, les données personnelles, on s'est battu pour ça, le RGPD. Et la troisième solution, donc un vaccin pas cher, des données, et oui, la responsabilité des labos. Aujourd'hui, AstraZeneca est responsable des effets secondaires de ce ne sont pas les États qui vaccinent. Alors Yves Bertoncini, dans cette image de l'Europe, est-ce qu'elle vous étonne que les Français soient pas les mauvais élèves, parce que on ne les interroge pas sur le travail qu'ils ont fait, mais qu'ils aient cette mauvaise image de l'Europe. Est-ce que ça vous étonne? Il y a quoi vous l'attribuez? Non, ça ne m'étonne pas. Isabelle Coustet a parlé de la France comme dernier de la classe. Bon, il faut dire les choses, les Français sont insatisfaits de manière générale parce que la France fait en effet partie des derniers de la classe en Europe si on regarde factuellement le taux de chômage, le taux de croissance, les dettes, les déficits, le commerce extérieur. La France est un pays qui ne va pas très bien et donc forcément il y a une insatisfaction qui s'exprime à l'encontre des autorités nationales mais qui est aussi projetée au niveau européen. Et c'est ce que reflètent d'une manière générale ces enquêtes. Et puis aussi, il y a la gestion de crise du Covid en particulier dans ce paysage plus large. La France a fait partie des pays qui ont essayé de tirer leur épingle du jeu, mais enfin, ça n'a pas été complètement satisfaisant du point de vue sanitaire en particulier. Et donc, il y a eu des ratés, l'erreur est humaine, et les Français n'en sont pas satisfaits non plus. Plus globalement, dans ce que disait Isabelle Coustet dans cette enquête, c'est quand les gens arrivent à identifier les mesures prises par l'Europe, ils sont plutôt satisfaits. Et donc, la question, c'est l'Europe a régionalisé beaucoup de son action. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté à la faire connaître dans les régions où elle s'applique justement par rapport aux autres pays qui, eux, disons, ont une décentralisation, peut-être vous allez nous expliquer, mais vécue et activée différemment? Alors, ce qui est vrai, c'est que dans les pays à culture et à organisation fédérale, je pense en particulier à l'Allemagne ou alors les pays décentralisés, l'Italie, l'Espagne, il y a une culture fédérale qui permet de mieux identifier le rôle respectif de l'État central, mais aussi des régions et de l'Union européenne, avec des acteurs pleinement investis, perçus comme légitimes à ces trois niveaux, et qui du coup peuvent incarner aussi les politiques publiques conduites, par exemple, en l'espèce, par l'Union européenne. Ça fait un peu défaut en France, où on a quand même une culture et une organisation relativement centralisée, pour ne pas dire personnalisée ces dernières années. Et donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté à incarner ce que peut faire l'Union européenne. Alors, pour autant, les autorités françaises actuelles ont quand même, d'abord, elles se sont battues pour obtenir le plan de relance, et c'est en partie grâce à elles qu'on a ce plan de relance. Il me semble qu'elle communique assez bien sur la façon dont l'Europe nous aide grâce à ce plan de relance, sauf qu'il faut maintenant engager les fonds. Et on verra, d'ailleurs, c'est un grand défi au moment où les fonds arriveront, y compris dans les régions, au niveau local, s'ils sont suffisamment valorisés du point de vue de la communication politique et du point de vue de la mise en évidence de la valeur ajoutée de l'apport de l'Europe. Isabelle Coustet, il y a aussi une coopération, une coordination. Qu'est-ce que le Parlement européen attend des régions? Comment ça se passe? Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que ça pourrait être perfectible sur l'élaboration des politiques européennes entre le Parlement et les régions? Alors, le Parlement européen, c'est d'abord un législateur, mais c'est aussi une institution politique, une institution élue. Les régions aussi sont élues. Donc déjà, il y a une espèce de, on va dire, avec le comité des régions, il y a une espèce de solidarité entre ces deux organes qui sont différents. Le Parlement est vraiment législateur, il a un pouvoir maintenant assez établi dans le système, tandis que le comité des régions donne des avis consultatifs. Mais il y a une solidarité entre ces deux institutions et il y a surtout, historiquement, de façon continue,
au Parlement européen un soutien à l'idée, je ne parlerai pas de régionalisation, mais de subsidiarité. La construction européenne vue comme une construction qui part du bas, qui n'est pas seulement un État fédéral où on agrège des États, mais pourquoi? Parce que les régions, ce sont là où vivent les citoyens, et donc qui soutient vraiment cette politique de rattrapage, parce qu'au fond, la politique régionale, c'est du rattrapage. Elle a été créée pour ça, d'ailleurs. Elle a été créée pour ça. Créer une solidarité. Et c'est ce que le Parlement européen défend. C'est aujourd'hui un tiers du budget de l'Union européenne, et le Parlement européen, par exemple, est très réticent à y mettre de la conditionnalité économique, comme le pacte de stabilité. Pour lui, la politique régionale, c'est le garant de la, on va dire, de l'homogénéité du système européen. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce que je décris de façon générale sur le plan institutionnel, c'est aussi perçu différemment selon les groupes politiques. Vous avez des groupes politiques au Parlement européen qui sont plus régionalistes que d'autres. Et notamment, alors les Verts, par exemple, ont une dimension régionale au leur sein. Ils s'appellent Verts ALE, Alliance Libre Européenne, et ils intègrent des partis régionalistes. Il y a même des élus indépendantistes au Parlement européen. Voilà. C'est pour vous dire que ça dépend aussi. Politique, mais il y a aussi l'aspect structurel. Les comités européens des régions, ça existe, et donc quels sont les contacts qui sont faits au niveau du Parlement européen, puisque le législateur a besoin de savoir ce dont ont besoin les gens dans les régions. Et alors, ça, c'est leur interlocuteur logique, non? Oui. Institutionnellement, de toute façon, le Parlement européen attend l'avis du Comité des régions avant de prendre sa législation. Sur tous les dossiers qui concernent les régions, transport, social, environnement, il y a une consultation obligatoire du Comité des régions. Il y a des liens aussi avec les élus entre eux. On a même un vice-président du Parlement européen qui s'appelle Othmar Karas, qui est un Autrichien qui est chargé des relations avec le Comité des régions, qui vient de faire une réunion notamment sur la conférence sur l'avenir de l'Europe pour voir comment on pouvait se coordonner, parce qu'il est convaincu qu'elle doit partir des régions. Il essaye de les convaincre d'organiser des réunions partout dans l'Union européenne. Et puis après, il peut y avoir des liens aussi avec les élus entre eux, leur histoire, est-ce qu'ils ont été élus régionaux ou pas. Je vous rappelle qu'on a quand même 4 Français présidents de commissions parlementaires qui sont importantes pour les régions. On a le président de la commission de la politique régionale, qui est un Français, Younous Omarjee, Gauche unitaire européenne, élu ultramarin, c'est aussi un symbole de l'action pour les régions ultrapériphériques, qu'on appelle les RUP en langage européen, et pas seulement les DOM français, mais en fait toutes les autres que l'Union européenne a sur son territoire finalement. On a aussi Pascal Canfin, qui est président de la commission de l'environnement, donc très important pour le pacte vert, mise en œuvre en région. On a Karim Adeli, président de la commission des transports. On a Pierre Karleskind, président de la commission de la pêche. Donc ce n'est pas seulement sur les questions, je veux dire, régionales. Évidemment, la commission politique régionale, de la politique régionale relaie historiquement, et c'est la position vraiment du Parlement européen, de vouloir cette Europe des régions subsidiaires. Mais il y a aussi toutes ces relations entre élus qu'il faut, on va dire, entretenir et évidemment améliorer. Alors, je ne vais pas vous prendre trop longtemps sur le reste. Et je voudrais qu'on écoute Yves Bertoncini, puisque en France, les régions gèrent les fonds structurels européens, notamment une partie des fonds de la politique agricole commune aussi. Il y a d'autres pays où c'est l'État qui les gère. Donc, est-ce que c'est bien ou pas que ce soit les régions? Quels sont les avantages et les inconvénients en fait, de cette gestion par les régions? La politique régionale, la politique agricole, ça vient d'être rappelé, ce sont quand même des politiques à dimension territoriale. Donc moi j'ai tendance à penser que plus c'est géré auprès des populations et des territoires, mieux c'est. Vous évoquez des pays où c'est centralisé. Et comment ils oui, font? mais c'est souvent des pays de petite taille, où il y a un État central qui du coup a une sorte de proximité naturelle, puisque le territoire est assez restreint. Dans les grands pays comparables à la France, je pense en particulier à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, tout ça est quand même très décentralisé. La France a suivi d'ailleurs ce mouvement de gestion des fonds européens confiés aux autorités régionales tardivement. Elle l'a fait, hein. Techniquement, les régions sont devenues autorités de gestion. Voilà. Ça va dans le sens de l'histoire. Je suis étonné d'ailleurs que récemment, la France, le gouvernement central, ait repris une partie de ce qu'on appelle le FEADER en gestion directe. Hein. Le FEADER, c'est sur le développement rural.
il en a repris une partie. Et je suis aussi étonné que le Fonds social européen, aujourd'hui, reste à au moins 2/3 géré par l'État central. Donc moi, je crois que le sens de l'histoire, c'est d'aller donner aux régions qui sont chargées, il faut le rappeler, dans notre organisation constitutionnelle du développement économique, de l'emploi, eh bien, la pleine maîtrise, dans un cadre contractuel, évidemment, avec l'État et avec l'Union européenne, de la gestion des fonds européens. Alors, quand les régions sont autorités de gestion de fait, elles gèrent les fonds, pourquoi est-ce que les gens, si on demande dans la rue qui gère les fonds européens, qui décide vraiment, je ne suis pas sûre que les gens répondent que ce soit les régions. Il y a un défaut de communication? Oui, alors, Tout bêtement. déjà, si tout était simplifié, on le saurait davantage. On donne les fonds à visée territoriale aux régions, mais tous les fonds. Voilà. Pas seulement une moitié ou 2/3 ou un quart. Voilà. Ça serait déjà la première chose. Ensuite, bien sûr, il faut que ce soit incarné, la politique régionale ou la politique agricole. Il y a un grand déficit de communication là-dessus, pour qu'on puisse dire voilà ce qui arrive sur votre territoire. Ça revient il y a normalement des règles européennes qui disent que, par exemple, quand un projet est financé, il faut le faire savoir. On met des panneaux, des affiches, voilà, de la communication. Bien codé, Voilà, c'est pas toujours fait, parce qu'il y a des autorités nationales ou régionales qui préféreraient dire que c'est leur argent et que ce n'est pas celui de l'Europe. Il y a un peu de résistance dans les administrations qui pensent qu'au fond, comme la France est contributrice nette, tout ça c'est de l'argent français qui est parti à Bruxelles avant de revenir. Voilà. Il y a évidemment donc une incarnation que n'ont pas les institutions européennes sur le terrain, et donc un déficit de communication. Mais c'est surtout vrai, si je peux me permettre, en matière agricole. Parce que la politique régionale en France par an, c'est 2 à 2,5 milliards d'euros. Mais la politique agricole y inclut le FEADER, c'est 9 milliards. Et qu'est-ce qu'on entend sur cette politique agricole? La France est quand même le plus grand bénéficiaire. Ça a des retombées territoriales importantes. On n'entend que de la communication négative. C'est-à-dire qu'évidemment, les fonds européens, pour les toucher, les agriculteurs doivent respecter un certain nombre de normes et ils s'en plaignent. Il y a sans doute un peu de bureaucratie, effectivement. Ce n'est pas des chèques en blanc qu'on envoie, c'est clair. Donc, communication négative. La façon dont c'est réparti, c'est sans doute inégalitaire trop, mais c'est souvent des choix français, pas européens. Communication négative. Et si je regarde l'autre partie, la partie commerciale, l'Europe est protectionniste en matière commerciale, sauf qu'elle ne l'assume pas. Elle est protectionniste avec des tarifs et avec des barrières non tarifaires. Cette protection commerciale, au lieu d'être assumée, on ne fait qu'en parler quand elle serait susceptible d'être supprimée. Là, je pense que l'accord UE-Mercosur, c'est typique. Là, on va entendre ceux qui sont contre l'accord UE-Mercosur, ce qui est tout à fait légitime d'être contre l'accord UE-Mercosur. Il y a plein de raisons, notamment environnementales. Mais avant que cet accord soit conclu, et à l'heure où on se parle, avant qu'il entre en vigueur, si toutefois il entre en vigueur, la situation actuelle, c'est que l'Europe protège ses agriculteurs. Qui le dit? Personne. Donc on a à la fois un déficit de communication et de communication politique aussi. C'est certaines choses qu'on n'arrive pas à assumer. Les régions, elles, en France, elles ont en charge le développement économique, la recherche, les transports, la transition énergétique, l'emploi sur leur territoire, sont des sujets dont parle le Parlement européen. Qu'est-ce qu'il attend des régions dans ce domaine-là, dans ces domaines-là? Il attend une incarnation en fait des politiques. En fait. Donc évidemment, du coup, les régions jouent un rôle de lobby, mais aussi ce sont pas. C'est difficile de vous répondre en France parce que elles n'ont pas de pouvoir législatif, les régions. On est donc quand on va influer sur une politique, souvent le pacte vert par exemple, ça va être mis en œuvre par 50 directives. On n'attend pas des régions en France qu'elles nous donnent leur avis sur comment. Pourtant, ça pourrait être fait. Alors ça peut être fait évidemment si on a un bureau de représentation à Bruxelles et qu'on veut influencer le législateur. La question, c'est est-ce que les régions sont suffisamment présentes auprès du Parlement? Elles sont toutes est-ce qu'elles présentes, font assez de lobbying toutes ou pas? Elles sont toutes présentes. Mais de l'expérience que j'ai, parce que moi j'ai été nommée, j'ai créé le bureau du Parlement européen à Marseille, donc en région, où alors j'étais vraiment un ovni, où je me demandais même à quoi j'allais servir moi-même. Donc j'ai fait cette passerelle à l'envers, mais je me suis aperçue que les gens qui étaient nommés à Bruxelles n'étaient finalement pas soutenus par leur collectivité. Donc ce qui nous manque, c'est un vrai portage, une vraie stratégie. Je ne pense pas que toutes les régions de France peuvent avoir une stratégie sur tous les aspects du législateur européen, ou ne doivent se cantonner qu'aux fonds européens. Parce que vous parliez de la communication, si c'est difficile de communiquer sur les fonds européens, c'est souvent des choses très techniques,
Alors, c'est incarné par un projet, mais ce n'est pas un drapeau qui va faire que ça devient européen. Ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi le financement d'un tramway, c'est européen. Parce que tout simplement, l'Union européenne met le paquet sur les modes de transport doux, par exemple. Pourquoi telle voie de vélo est européenne? Et pourquoi on a le droit de l'argent européen? Mais il me semble, du coup, pour revenir à ce que je disais avant, parce que je perds un peu le fil, c'est que je pense qu'il faudrait que les régions aient une vraie stratégie et qu'elles la défendent à Bruxelles, mais pas tout. Pas tous les dossiers. En hiérarchisant et qu'elles soutiennent les gens qu'elles nomment à Bruxelles, que le président de région ou l'élu aux affaires européennes parle de cette stratégie, explique, finalement s'approprie les objectifs européens qu'il estime bons pour sa région. Et au lieu de dire « ma région a du talent parce qu'elle arrive à tirer le plus d'argent sonnant et trébuchant de l'Union européenne, plus que telle ou telle région du Piémont », de ne pas être dans une logique de rivalité ou de « moi je suis le meilleur », mais dans une logique d'explication. Voilà pourquoi l'Europe m'accompagne dans ce projet que je trouve bon pour notre région. Sachant qu'il y a aussi des partenariats entre régions, pas uniquement entre régions françaises. Ça peut être justement, vous parlez de régions italiennes, frontalières, sachant qu'en France, on a beaucoup de travailleurs frontaliers. Et donc, c'est un sujet qui fait que les régions sont amenées aussi à sortir de leur territoire et établir des partenariats. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est assez efficace pour répartir les fonds et avoir des résultats concrets? Alors, je pense que c'est le plus efficace. Bon, évidemment, les fonds sont structurés, il y a une stratégie nationale, on la met en œuvre, et voilà. Et c'est peut-être là où il y a le plus d'argent, effectivement. Le plus des fameux 30% du budget communautaire alloué à la politique régionale. Mais le plus efficace, c'est évidemment ces constructions ces stratégies macro-régionales qui peuvent être formées parce qu'elles correspondent à une nécessité, à un espace de vie des citoyens. Par exemple, sur le Covid, le comité des régions avait proposé une stratégie macro-régionale atlantique parce que ces régions-là étaient concernées à la fois par le Covid, mais aussi par le Brexit. Donc, évidemment, excluant le Royaume-Uni, mais avec une stratégie. Donc, je pense que oui, c'est là où ça s'exprime, où cette logique de dépassement des frontières, mais pas dans un sens où on dépaisse l'État-nation, mais où tout simplement on correspond à l'espace de vie des citoyens, est la plus efficace. Yves Bertoncini, vous êtes d'accord? Parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il y a un petit peu une rivalité entre le national et le local, et là, faire des partenariats hors des frontières, c'est une façon aussi peut-être de sortir de ce carcan national. Oui, puis surtout, comme l'a dit Isabelle Coustet, de correspondre à des espaces de vie, puis d'envoyer un signal. Moi, j'ai grandi en région Rhône-Alpes, alors aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, et à l'époque, les autorités avaient conclu ce qu'on appelait un quadrige européen avec la Lombardie, la Catalogne et le Baden-Württemberg. Voilà. Et donc, il y avait une communication sur ces sujets, il y avait des projets concrets, des projets d'infrastructure, et d'une manière plus générale, cette idée qu'il fallait coopérer au-delà des frontières pour gérer des flux économiques, des flux humains, et ça avait non pas seulement une dimension politique, mais ensuite il y avait derrière tout ça, il y avait des soutiens matériels, financiers, des bourses d'échange, et un appui matériel aux acteurs, aux entreprises, aux universités, et ça permettait, et ça permet toujours aujourd'hui à cette région, Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, de développer cette dimension européenne. Effectivement, pas forcément en lien avec l'État central, mais avec ses homologues des pays voisins. Et il y a toute une série de regroupements qui se font de manière assez naturelle entre, bien évidemment, les régions frontalières sont plus, je pense notamment à l'Alsace, beaucoup de régions, bon, Rhône-Alpes à nouveau, Auvergne-Rhône-Alpes. On parle souvent de Schengen pour parler à l'extérieur des frontières de l'Europe, mais l'Europe, c'est aussi des frontières dans lesquelles on se déplace, et la France est un pays où énormément de gens, par rapport à d'autres pays, vont travailler dans les pays européens. Là, pour le coup, voisins. on serait premier de la classe. C'est-à-dire que la France est le pays qui envoie au moins chaque jour, ils prennent la décision, les travailleurs frontaliers, 350 000 au bas mot, chaque jour. Et donc, on est numéro 1 en Europe, qui vont trouver du travail et qui rentrent le soir. Et donc, en Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, partout autour de nous. Et ce qu'a montré d'ailleurs à cet égard la crise du Covid et la façon dont elle a été gérée sur la base de réflexes très nationaux, c'est l'absurdité des frontières du point de vue des espaces de vie. Parce que les Alsaciens, ils n'avaient plus le droit à un moment d'aller en Allemagne où la situation sanitaire était sous contrôle
Mais en revanche, ils avaient le droit de venir en Île-de-France, où d'ailleurs ils ne vont jamais, et où la situation n'était pas sous contrôle. Et donc, heureusement qu'il y a eu je dirais, des réactions, des réflexes. Bon, les autorités françaises ont essayé à un moment quand même de trouver des solutions, mais je crois que ça a illustré jusqu'à l'absurde, non pas l'existence des frontières nationales, elles peuvent être utiles, les frontières nationales, d'abord c'est le socle de nos identités, mais en tout cas, dès qu'on est en termes d'interdépendance économique et humaine, ce n'est pas l'échelon pertinent. Et donc, il faut gérer ça de manière interrégionale et puis surtout de manière européenne. Est-ce que vous avez constaté, Isabelle Coustet, au Parlement européen, que la crise du Covid avait apporté un regard un petit peu différent sur la façon justement d'aborder les sujets? Est-ce qu'on a tiré les leçons, notamment concernant les vaccins? Oui. Alors, ce n'est pas le Parlement européen qui est à la manœuvre sur les vaccins, c'est la Commission européenne. Hein. Oui, mais on a vu chacun se refermer, dire c'est la faute de l'Europe. On a vu ça aussi. Hein. C'est l'Europe qui n'a pas réussi. Il y a eu une prise de conscience. Il y a un changement des mentalités peut-être. Immédiate, surtout qu'il fallait absolument que l'Union européenne contribue à donner une réponse à cette crise, sinon elle implosait. Et ça, dès le mois de mars. Et si on revient au sujet des régions, le premier texte qu'on a voté en séance plénière à distance, parce qu'on ne pouvait plus se réunir, tout d'un coup c'était le confinement, ça a été l'assouplissement des règles justement des fonds européens, pour pouvoir dire aux régions, oui, vous pouvez utiliser l'argent européen pour utiliser les masques, pour acheter des masques, pour acheter du matériel de santé, pour acheter des masques non seulement pour les personnels soignants, mais aussi pour les citoyens, pour les lycéens. Et on assouplit aussi cette règle du cofinancement, parce que vous savez, il faut quand même dire que les financements européens, c'est très très compliqué à gérer. Il y a beaucoup de couches qui se superposent. Parce et là, on leur a dit... veut aussi que l'argent soit bien géré et aille là où il est destiné. Oui, je serai la première à défendre ça, mais ayant vécu en région aussi, ayant été dans 2 ans de ma vie de l'autre côté de la barrière, je me suis aperçue de la complexité des règles et des multiples contrôles qui existaient, qui sont sans doute nécessaires, mais il est nécessaire de les simplifier. Et là, ce qui a été fait immédiatement, c'était de dire, un petit peu comme quand on a assoupli le pacte de stabilité, finalement, on a dit 100% de financement. Si c'est de l'argent européen, vous pouvez utiliser 100%. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un cofinancement de la région, de la ville, etc. Puisque vous-même, vous allez utiliser cet argent peut-être pour ces dépenses qui n'étaient pas prévues. Donc, première chose, simplification. Deuxième chose, ça a été de dire, dans le plan de relance, on vote 47 milliards de rallonge de la précédente programmation pour les fonds structurels, parce que vous savez qu'on programme l'argent, ces fameux 30% sur 7 ans. On vote 47 milliards d'euros en plus pour la politique régionale, évidemment pas pour la France, la France c'est 3,9 milliards je crois, pour des projets structurants qui sont utiles dans la lutte contre le Covid, notamment les investissements des PME. Est-ce que cet assouplissement des règles, il va devenir pérenne ou on va revenir à la réglementation avant? C'est la grande question. Je ne pense pas que la question qu'on continue avec la règle du 100% argent européen. Après tout, ça serait peut-être plus visible, mais l'idée du cofinancement, c'est aussi une idée à l'origine de la politique régionale, c'est une idée de Jacques Delors, c'était pour justement approprier, impliquer les collectivités territoriales, les régions, les mairies, enfin tout le monde, vers les objectifs de la politique européenne. Donc je ne pense pas que ça changera. C'est une bonne idée de Jacques Delors, parmi d'autres. Cofinancer, ça veut dire que ça donne à l'Union européenne la garantie qu'il y a un intérêt réel de la part des autorités locales ou nationales concernées. C'est ça que ça veut dire. Elles mettent de l'argent, ce n'est pas seulement une opportunité financière qui tombe du ciel bruxellois et qu'on va pouvoir utiliser peut-être même n'importe comment. Et il y a aussi un vrai sujet qui est un déficit de confiance. Il y a eu des fraudes au budget communautaire, il y en a tous les ans, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait quelques règles. Moi je crois que la création d'un procureur, d'un parquet financier qui peut traquer les fraudes au budget communautaire, désormais, ex post, une fois qu'elles sont constatées, de manière, je dirais, plutôt judiciaire, ça devrait effectivement encourager à simplifier un peu ex ante. Pardonnez-moi la technicité, mais c'est ça. Un peu moins de contraintes, mais ensuite, en revanche, une réponse éventuellement judiciaire et juridictionnelle de la part du procureur. Mais faire ces fonds 100% européens, est-ce que ça ne permettrait pas aussi d'avoir une lisibilité plus claire
pour les gens qui sachent, c'est l'Europe qui, en accord avec les acteurs politiques locaux, a fait ces réalisations. Et je vois à côté de chez moi, dans ce cas-là, à quoi sert l'Europe. Je ne suis même pas sûr que s'il y avait 100%, ce qui à mon avis n'est pas souhaitable, hein, pas 100%, sauf en cas de crise exceptionnelle, je ne suis même pas sûr que la publicité serait faite. Vous savez, les agriculteurs français, c'est 100% de l'argent européen, les dépenses de marché. Ouais. Si je peux répondre c'est sur pas pour ça qu'on a l'impression que c'est l'Europe qui leur fait du bien. Au contraire, on a l'impression que l'Europe leur fait du mal depuis 70 ans, alors que la politique agricole commune, c'est une grande victoire française et encore une fois, on est le pays qui en bénéficie le plus. Je pense vraiment que le 100%, c'est vraiment une mesure temporaire pour que l'Union européenne réagisse vite, donne de l'argent supplémentaire aux régions pour réagir dans la crise. Oui, mais là, on va être encore dans la crise. Dans l'après-crise, il faut aller vite. Ce dispositif, il perdure jusqu'en 2023. Oui, mais c'est tout près, 2023. Les conséquences de la crise, on va les vivre encore après 2023. Mais je ne sais pas, c'est pas parce que vous donnez 100% d'un projet que vous donnez plus d'argent. Au contraire, quand vous faites plus lisible peut-être. Oui, pour des dépenses d'urgence. Là, c'était le cas pour le matériel sanitaire. C'est le cas pour soutenir peut-être un certain nombre de dépenses exceptionnelles qu'ont dû engager les collectivités territoriales. Mais ça n'est pas, au contraire, avec du cofinancement, vous faites un effet boule de neige et vous orientez les financements publics vers la même direction, avec du 100%. Et je ne pense pas qu'on communiquera mieux avec des projets à 100% financés par l'Union européenne, parce que l'Union européenne, ce n'est pas seulement Bruxelles. Ça doit être toutes les collectivités. En fait, les communautés régionales mettent en œuvre une politique européenne finalement, qui est seulement décidée à Bruxelles. Ça n'est pas quelque chose qui est parallèle. Nous faisons tous de la politique européenne. Je pense qu'il faut communiquer autrement qu'en mettant des drapeaux européens. C'est bien, les drapeaux européens, c'est bien. Mais il faut communiquer autrement aujourd'hui. Il faut s'approprier les objectifs de cette politique. Et qui doit communiquer ? Est-ce que ce sont les régions où l'argent arrive et est mis en œuvre ? Est-ce que c'est l'Union européenne ? C'est chacun à son niveau. Et je pense en premier lieu les élus régionaux, s'ils adhèrent à cette politique et s'ils la mettent en œuvre, et c'est cette politique. Ils réussissent à avoir des financements européens pour mettre à bien leur projet, ils doivent dire que c'est quelque chose d'européen. C'est une controverse, la parole est libre. Vous trouvez clairement qu'ils ne le font pas assez ? Je ne peux pas accuser l'un ou l'autre, mais ils n'ont peut-être pas le temps, pas le moment, pas l'opportunité politique de le dire, pas le souhait, ça peut arriver. Je pense qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Je pense qu'il faut qu'on travaille au symbole tous ensemble. Yves Bertoncini ? Oui, il faut aussi que l'Union européenne fasse. Le Parlement européen ne peut pas avoir des bureaux dans toutes les régions. Il y en a un à Paris, un autre à Marseille. La Commission européenne peut quand même rappeler au règlement. Moi, je vais vous donner un regret sur les députés européens. Les députés européens, il faudrait qu'ils soient élus dans les circonscriptions qui correspondent à nos régions actuelles. Ils seraient sur le territoire et eux, ils pourraient aussi incarner ça. Malheureusement, maintenant, ils sont élus dans une grande circonscription nationale. Donc, je ne sais pas où est leur permanence électorale d'ailleurs, j'en ai jamais rencontré. Et ça nous a privés d'un lien territorial qui aurait pu les conduire justement à faire un peu de communication, mais surtout à incarner l'Europe en région. Donc, nous allons passer aux questions des internautes qui nous suivent grâce à Julie Gourdaine qui a recueilli leurs questions. On va les regrouper et faire peut-être plusieurs salves. D'abord, une première salve. Qu'est-ce qui ressort de ces questions ? Bonsoir Marie-Ève, bonsoir à tous. Effectivement, nous avons ce soir plusieurs questions assez variées de la part des internautes qui nous regardent. Un premier ensemble de questions est un petit peu en lien avec votre dernier sujet, mais aussi connecté à la question de la relance européenne. Il y a plusieurs internautes qui font référence à une enquête menée par le Comité européen des régions en janvier dernier, qui alerte sur le fait que les États membres ont peu associé les collectivités lors de la préparation de leurs programmes de relance et de résilience. Ces programmes, ce sont les stratégies qui doivent permettre de mobiliser les fonds européens du plan de relance.
Et selon cette enquête, cette absence d'association ou cette faible association ferait peser un risque sur la bonne utilisation de ces financements à un moment où chaque territoire en a évidemment cruellement besoin. Et les internautes se posent la question de la vision qu'ont les intervenants de la situation française en comparaison des autres États membres, et puis se pose également la question du rôle que le Parlement européen pourrait jouer pour s'assurer d'une plus grande concertation des collectivités sur ce sujet. Alors le Parlement européen, Isabelle Coustet, est-ce qu'il pourrait avoir un plus grand rôle? Parce que les gens disent on n'entend pas vraiment ce qui remonte du terrain. Alors, la définition du plan de relance est effectivement une prérogative nationale. Il est envoyé à la Commission européenne qui est en train de l'examiner au vu d'un certain nombre de critères. Il faut flécher sur un certain nombre de dépenses d'investissement ce plan de relance. Et c'est à l'État de dire comment il l'établit. C'est à lui de décider. On est dans un État centralisé, on l'a dit plusieurs fois, et donc c'est vraiment l'État français. Là, le Parlement européen peut influencer, prendre des positions, notamment il le fait dans le cadre du semestre européen, j'y reviendrai un peu, mais il ne peut pas forcer l'État français aujourd'hui à dire consultez vos régions avant de faire votre plan de relance. Ça, c'est pas possible. Il y a d'autres États en Europe où ça se passe différemment, tout simplement parce que le système constitutionnel est différent. C'est-à-dire parce qu'elles sont davantage décentralisées? Bien sûr, en Allemagne, vous pouvez pas, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire sans consulter vos Länder. Donc il y a aussi des pays dans lesquels certaines régions ont presque quasi un pouvoir législatif. Donc on ne fait pas un plan de relance sans les consulter. Il y a une structure qui existe, le Comité européen des régions. Le Comité des régions n'a qu'un avis consultatif. Oui, mais c'est un avis quand même. Est-ce qu'on lui demande son avis consultatif quand même sur le plan de relance? Sur le plan de relance français, on ne va pas lui demander, non. Par contre, le Parlement européen pourra donner des indications sur la mobilisation du fonds. Pardon, le micro, excusez-moi. Mais il ne peut pas forcer l'État français à consulter les régions. C'est la limite de la construction européenne telle qu'elle est là. Le Parlement européen a un pouvoir d'influence, il le fait, un pouvoir législatif, un pouvoir budgétaire, un pouvoir de contrôle. Sur les autres sujets qui lui tiennent à cœur, il construit la politique avec les politiques, donc avec le comité des régions et avec peut-être un certain nombre de présidents de régions influents ou d'associations de régions. Il peut le faire, mais il n'obtiendra pas de l'État français qu'il consulte les régions s'il n'a pas envie de le faire. Hilbert Toncini, on voit, il y a une attente là, des questions qui sont posées. Le comité des régions, il y a un plan de relance, certes c'est le rôle de l'État, mais les gens disent pourquoi on n'écoute pas les régions davantage? Oui, ils ont raison, je le déplore. C'est bien de rappeler le fait qu'il y a des traditions constitutionnelles différentes et que l'Union européenne n'interfère pas, elle respecte les traditions constitutionnelles. Et donc la nationale, et donc la balle est dans le camp des autorités nationales. Et pour ce qui est de la France, oui, il y aurait, vous avez dit, manque d'envie, oui, une nécessité de consulter et d'associer davantage les acteurs régionaux et locaux. Moi, je pense que c'est un défi en termes d'intelligence collective. Voilà, c'est simple. Il me semble d'ailleurs que dans cette crise du Covid, on a été confronté à, parce que c'est quand même une crise extrêmement complexe, à des défis d'intelligence collective. Il faut avoir l'idée que plus on consulte, plus on est intelligent, plus on s'ouvre, et y compris pour mettre en place un plan de relance qui a quand même une dimension territoriale. Quand on parle de transition écologique, ça se joue beaucoup sur les territoires. Même chose, la transition digitale, ça rebat les cartes d'ailleurs, le virtuel sur les territoires. Et donc, il faudrait avoir cette conviction, mais qui n'est pas très ancrée dans notre pays, et encore moins dans la dernière période, que plus on écoute, plus on consulte, plus on est intelligent. Je ne crois pas qu'hélas, elle soit dominante dans notre cher et vieux pays. Et quand on compare avec d'autres pays européens, est-ce qu'on a la même chose? C'est d'un côté ceux qui ont une certaine décentralisation, ils écoutent, et les autres, c'est le national. Oui, mais d'abord, je vais essayer de ne pas être caricatural. Parfois, l'extrême décentralisation ou la fédéralisation peut avoir aussi des inconvénients. Tout n'est pas parfait, par exemple, en Allemagne. Parce qu'il faut après mettre d'accord tout le monde, c'est difficile. Isabelle Coustet a parlé des autorités législatives. Il y a des régions qui ont des pouvoirs législatifs dans certains pays d'Europe. Et donc ça complexifie, c'est l'unité dans la diversité au niveau national. Mais pour autant, oui, il y a cette consultation qui a été d'ailleurs mise en scène en Allemagne, notamment, la chancelière qui parle aux représentants des Länder, qui d'ailleurs, par parenthèse, est aussi contrôlée par son Parlement, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc, au total, moi je résume ça comme ça,
un déficit d'intelligence collective, au-delà même des régions, parce qu'on pourrait aussi parler des partenaires sociaux, etc. Consulter, c'est se rendre plus intelligent, mais je crois encore une fois qu'il faudrait en convaincre tout le monde ici et ailleurs. Donc il faut changer. Oui, Isabelle Coustet. Quand même de compléter ma réponse, parce que moi, je l'ai faite uniquement sur le Parlement européen. Je voudrais quand même rendre à un acteur qui n'est pas présent sur notre débat, qui est quand même l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc du coup, pour le coup, un acteur national, qui essaye de faire un travail aussi de structuration de ces fonds européens. On est un petit peu dans l'urgence aussi. Hein. Alors, on dit qu'il met du temps à arriver, mais enfin 750 milliards d'euros pour toute l'Europe, ça ne s'adopte pas comme ça rapidement. Et il faut aussi organiser tout ça. Alors peut-être qu'on n'a pas eu le temps de faire une consultation en bonne et due forme, mais en tout cas, je sais que sur la façon de dépenser cet argent, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est à l'œuvre pour définir qu'est-ce qui relève des fonds européens pour 2021-2027, qu'est-ce qui va relever de 47 milliards d'euros dont je parle pour le plan de relance jusqu'en 2023, et qu'est-ce qui va relever du plan de relance national, c'est-à-dire l'ensemble de l'enveloppe qui sera allouée à la France, donc ces fameux 40 milliards européens sur les 100 milliards français, qui seront naturellement aussi mis en œuvre par les régions. Là, oui, il y a une marge de manœuvre de définition. On le rappelle, autorité de gestion. Donc non, attention, les 100 milliards du plan de relance, ce n'est pas que... C'est certes de l'argent européen, mais ça n'est pas des fonds structurels. Ce n'est pas des fonds structurels qui seront mis en œuvre par les régions. D'accord ? Et elles n'auront pas leur mot à dire dessus. Sur cela, c'est normal que ce soit le gouvernement français qui fasse une stratégie nationale. Et ils sont en train de voir, mais les priorités seront les mêmes que pour les 47 milliards d'euros dont je vous ai dit qui sont en fait fléchés sur les fonds structurels, c'est-à-dire quoi ? L'environnement, les transports, le numérique, un certain nombre de services essentiels aux citoyens. Donc finalement, il y aura... Là, il y a un rôle de l'administration nationale pour organiser cette structuration, qu'on ait tous les mêmes objectifs. Mais ils ne seront pas mis en œuvre par les services régionaux. S'il y en a qui m'écoutent, ils vont être rassurés par ça, parce que 100 milliards d'euros à mettre en œuvre, c'est quand même difficile. Donc, comment vous dire, tout n'ira pas aux services régionaux de mise en œuvre des fonds structurels. Sur le plan de relance. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Eh bien, nos internautes et je voulais rendre à César ce qui est à César quand même. Il y a un gros travail de l'Agence nationale de la cohésion des territoires en France là-dessus. Nos internautes nous diront si les réponses ne sont pas claires sur ce sujet qui est complexe et vous avez fait vraiment des efforts pour essayer d'expliquer clairement les choses. D'autres questions, Julie Godin? Oui, nous avons un peu à l'autre bout du tunnel des questions relativement opérationnelles qui portent là non plus sur les institutions mais sur comment développer une culture européenne en France qui rebondisse à la fois sur vos échanges sur l'Eurobaromètre et puis sur l'existence de partenariats. Les internautes font référence au fait que le fait d'avoir eu une expérience professionnelle dans un autre pays européen en France n'est pas considéré véritablement comme un atout, en particulier chez les fonctionnaires. Et la question qui est posée, c'est est-ce que le fait de rendre obligatoire un stage dans une autre collectivité européenne pour les aspirants fonctionnaires territoriaux semblerait à nos intervenants une bonne chose? Et est-ce que des échanges systématiques entre des élus par exemple de collectivités qui travaillent ensemble, leur semblerait souhaitable? Alors Isabelle Coustet, finalement la question c'est est-ce que les fonctionnaires européens eux-mêmes ont un état d'esprit européen ou est-ce que chacun reste attaché à son pays? Et si c'est le cas, est-ce qu'il ne faudrait pas tous les faire tourner dans tous les pays d'Europe? Alors moi j'ai été frappée dans toute ma carrière sur le territoire français et dans les institutions européennes, mais surtout sur le territoire français, par le fait que les fonctionnaires territoriaux ou tous les gens que je rencontre qui ont affaire avec les financements européens ou les questions européennes sont plus européens que moi. Ils sont tous convaincus par les objectifs de l'Union européenne. Donc, je ne sais pas s'ils nous écoutent là, mais vraiment, je discute avec des gens qui ont de très bonnes idées. Alors, je trouve cette idée fantastique, celle du stage dans une autre collectivité territoriale. Mais alors, ce qui serait bien, c'est de commencer par du concret, c'est-à-dire la gestion des fonds. Effectivement, d'aller voir ce qui se passe dans d'autres régions qui gèrent aussi des fonds européens, ça serait formidable. Mais alors, effectivement, ce qui a été dit, c'est qu'il faut que ce soit reconnu. Voilà. Tous les échanges de fonctionnaires, en général, on fait ça parce qu'on en a envie, parce qu'on est motivé. Mais alors, on revient dans son administration et on a perdu du temps, perdu de l'avancement,
perdu du grenouillage dans la hiérarchie pour pour être au bon moment, pour avoir le poste qu'il faut. Et ça, c'est pas acceptable. Il faut vraiment qu'on ait cette plus-value. Alors, pourquoi pas soumettre cette idée? C'est une idée très concrète dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Le deuxième élément, je ne me souviens plus ce que c'était. L'autre idée, c'était les échanges entre élus. Alors ça existe déjà, et ça ne doit pas être aussi structuré que les stages, évidemment, parce que les élus n'auraient pas le temps. Et ça, effectivement, ça existe dans les institutions européennes, au comité des régions. Je vous rappelle, le comité des régions, ce sont que des élus régionaux européens qui se réunissent entre eux et qui échangent. Effectivement, ils ne sont peut-être pas assez nombreux, mais on ne peut pas non plus faire une institution qui soit plus grande que ça. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser la parole sur ce sujet, mais excellente proposition. Yves Bertoncini, vous êtes d'accord, c'est une bonne proposition, et est-ce qu'elle serait facile à mettre en œuvre? Il y a un enjeu de volontarisme, mais l'enjeu, il est effectivement au niveau national et régional, parce que les fonctionnaires européens, ils viennent quand même tous de quelque part, hein. Ils ont une identité, un ancrage national. Même chose pour les élus, hein, ceux du Parlement européen comme du comité des régions. En revanche, ceux qui agissent au niveau national et au niveau régional, qu'ils soient des fonctionnaires ou des élus, n'ont pas forcément la case européenne. Et pour avoir cette case, il faut effectivement vivre une expérience de mobilité ou d'échange ou de contact. Et donc, pour ça, il faut l'organiser, cette expérience. Il y a des experts nationaux détachés, mais ça, en France, c'est 200 environ en permanence, donc ce n'est pas significatif. Il y a en ce moment un Erasmus des fonctionnaires diplomates, parce que le service européen pour l'action extérieure, c'est ça, hein. C'est des diplomates qui vont aller au niveau européen pendant 4 à 8 ans, ou alors dans les délégations de l'Union européenne à l'étranger, mais qui ensuite reviennent dans leur capitale nationale. Et ça, pourquoi? Pour justement essayer de créer une culture européenne commune en matière stratégique et militaire. On en a absolument besoin pour affronter les défis géopolitiques. Et il faut étendre toutes ces expériences-là, les élus, effectivement, les fonctionnaires, en bilatéral. J'ai rencontré encore récemment l'ambassade d'Allemagne à Paris qui me disait qu'il n'y avait plus assez d'échanges entre la France et l'Allemagne au niveau des fonctionnaires. Ça suppose un volontarisme. Alors je crois qu'on a des autorités quand même assez engagées sur le front européen ces derniers temps. Donc ce volontarisme-là, j'espère qu'il va se concrétiser. Mais il faut vraiment élargir au maximum ces expériences européennes, voilà, je dirais, concrètes, opérationnelles, avec des formats adaptés aux contraintes évidemment de tous ceux qui pourraient en bénéficier. Avec des échanges horizontaux, pas verticaux vers Bruxelles. Nous, des échanges de fonctionnaires français, nationaux, d'administration nationale qui vont aller à Bruxelles, c'est bien, ça existe. Mais entre collectivités locales, ça serait effectivement, donc vraiment horizontaux. Le Parlement européen est toujours pour une construction horizontale de l'Europe, pas verticale, les États et Bruxelles avec un étage au-dessus. C'est vraiment... et ça existe déjà dans un certain nombre de programmes interrégionaux. Mais c'est trop peu développé. Là, si on le systématise, évidemment, c'est autre chose. Je crois que c'était ça. Il y a juste une parenthèse. Vous disiez cette idée-là peut être prise sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Il y a une plateforme internationale où on peut intervenir. Yves Bertoncini, vous connaissez bien ce principe qui est assez... un échange, y compris quand on ne maîtrise pas la langue de la personne avec qui on peut parler. C'est une des grandes innovations à saluer, www.futureu.europa.eu. Donc tout le monde peut vérifier qu'en allant sur cette plateforme, on peut laisser des idées, ses idées sur l'Europe, et surtout voir les idées exprimées par d'autres concitoyens européens d'autres pays, qui peuvent d'ailleurs converger, mais qui peuvent aussi ne pas avoir les mêmes idées que ceux portés par tel ou tel compatriote français. Et on le peut grâce au logiciel de traduction simultanée, les progrès de l'intelligence artificielle. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une innovation démocratique très intéressante. On participe, et c'est l'un des intérêts de cette conférence sur le futur de l'Europe. Et on peut même, j'allais dire, non seulement constater ce qu'expriment d'autres Européens, mais aussi même leur répondre et dialoguer avec eux. Alors, il y aura d'autres éléments, des dialogues plus directs, physiques, si je puis dire, ou des dialogues en ligne. Moi, en tout cas, au mouvement européen, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'Européens, parce qu'on ne construit pas l'Europe entre Français. L'Europe, ce n'est pas la France en plus grand, donc il faut absolument développer cette culture de la négociation, du compromis, de la compréhension des différences, mais aussi des convergences, parce qu'il y en aura. Je crois que notamment, l'idée que l'Union fait la force dans le monde instable actuel, elle pourrait tout à fait être portée par des citoyens de la plupart des pays, donc des événements. Et puis après, oui, ce qu'a déjà dit Isabelle sur ce sujet d'Erasmus des Européens, j'allais dire l'Erasmus pour tous,
Il faut faire des propositions lors des événements et puis sur cette plateforme. Chacun peut le faire. Je le redis, si je vais sur la plateforme, je ne parle que français. Oui. Je peux converser en simultané avec un Polonais, avec un Espagnol en même temps. On voit ce qu'ils font. Alors, lui, il va dire quelque chose, lui ou elle, vous aurez dit quelque chose, et puis après, vous pouvez répondre, effectivement. Avec une traduction simultanée. Absolument. Voilà, une dernière salle de questions et on abordera, ou peut-être on aura le temps pour une autre. Alors, une question sur les régions d'outre-mer qui ont été évoquées brièvement pendant les échanges. En France, il y a près d'un tiers des régions qui sont des régions ultramarines. Sur ce papier, en Europe, les régions d'outre-mer bénéficient de dispositions particulières censées être favorisantes et prenant en compte leurs spécificités. Mais le sentiment de ces régions est que tout cela n'est pas toujours suivi d'effet et que ces régions sont mal comprises, peu valorisées dans le projet européen. Qu'en pensent nos intervenants ? Alors, d'abord Yves Bertoncini pour... Ça va me rappeler mes années à la DG Régio. On a mentionné tout à l'heure les régions ultra-périphériques. C'est en partie des régions d'outre-mer. En France, on en a 5 sur maintenant 18 régions au total. Il y a quand même, dès le traité de Rome, un chapitre consacré à l'outre-mer, au territoire d'outre-mer. L'idée quand même qu'ils ont des atouts et des handicaps spécifiques. Une action, et qui est une action notamment financière. Quand on parle des fonds européens, les pays d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, départements, régions d'outre-mer en bénéficient. Maintenant, il reste sans doute une sorte de handicap lié à la distance qui peut-être altère, je dirais, l'intensité et la perception de l'engagement européen. Je dirais juste de manière symbolique, ça a été rappelé par Isabelle Coustec, celui qui préside actuellement le comité des régions au Parlement européen, c'est un élu français d'outre-mer. Donc ça montre quand même qu'il y a une prise en compte de cette voie qui, visiblement, est insuffisante, et donc qu'il faut développer. Isabelle Coustet, les régions d'outre-mer, elles ont des inconvénients. Il y a la distance, mais elles ont de gros atouts aussi. Je sais que sur le marché Caraïbes, par exemple, les Antilles, ça représente énormément pour le poids de la France. Oui, oui, bien sûr. Et alors, tu as rappelé l'action de Younous Omarjee. Donc, moi, je vous encouragerais peut-être à le consulter directement, parce que là, il pourra être intarissable sur ce sujet. Mais c'est pas, il ne concentre pas son action là-dessus, d'ailleurs. Et notre bureau à Marseille avait fait un webinaire sur la question. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y a les fonds structurels, bien sûr, mais il y a aussi la possibilité, finalement, d'avoir aussi des programmes interrégionaux pour ces régions d'outre-mer avec des pays tiers, du coup. Il peut y avoir des programmes avec le Brexit, avec c'est aussi, je veux dire, des possibilités qui peuvent être données par les programmes européens, donc c'est aussi très important. Mais je crois que la question portait plus sur le fait qu'elles étaient mal comprises par les institutions européennes elles-mêmes. Je viens encore de toucher mon micro. Effectivement, mais tout simplement parce qu'il y a moins de députés européens qui proviennent de ces régions. Donc forcément, au Parlement européen, le sujet n'est pas tellement repris. C'est aussi à chaque groupe politique de mettre sur la liste des gens ultramarins. C'est aussi la difficulté d'avoir aussi sur les listes des députés qui proviennent de toutes les régions de France. Et ça, je dirais que c'est mathématiquement explicable. C'est tout l'intérêt d'avoir des circonscriptions calquées sur les régions, les les nouvelles régions. Ou des listes nationales qui prennent en compte. Oui, mais là, on est dans le volontarisme des partis. Tandis que l'organisation législative des circonscriptions, ça ne laisse pas de place à l'arbitraire, si je puis dire. J'ajoute qu'il y a un petit message d'Yves Bertoncini qui est passé là-dessus, sur les circonscriptions c'est vous-même qui avez dit qu'on avait 5 régions d'outre-mer sur 18, donc c'est quand même important. C'est important. Une dernière question peut-être, Julie Gourden. On a un tout petit peu de temps, après on arrivera à la conclusion. Oui, alors une dernière question pour rebondir sur les échanges sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Question complémentaire. En complément de la plateforme qui existe, donc multilingue, et on attend manifestement des relais de la part des collectivités et notamment des régions. Quel est l'avis de nos intervenants sur le rôle que pourraient jouer les régions dans l'animation de cette conférence dans les semaines et mois à venir? Alors, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a été ouverte ce week-end, dimanche, par le président de la République.
elle reprend beaucoup de participants. Où sont les régions dans cette structure et qu'est-ce qu'on attend d'elle et qu'est-ce qu'elle aurait à apporter en plus peut-être que ce qu'on attend d'elle? Alors, le même jour où on a lancé cette conférence, et je vous rappelle aussi par le président du Parlement européen, la présidente de la Commission européenne et le président en exercice du Conseil, c'est-à-dire le Premier ministre portugais. Donc il y avait Emmanuel Macron en tant que présence invitante, mais à Strasbourg. Donc symboliquement, au siège du Parlement européen, ça c'était un symbole fort. Au même moment, à Strasbourg aussi, il y avait une réunion organisée par le Comité des régions pour lancer l'action des collectivités territoriales, et pas seulement avec des élus français, mais bien sûr des élus de toute l'Europe. Une lettre ouverte qui fait des propositions aux collectivités territoriales. Alors ça va d'organiser des réunions de citoyens dans lesquelles ils font remonter les propositions, en passant par un simple débat dans l'hémicycle. Les conseils, bon évidemment on a les élections régionales en ce moment, donc c'est sûr que ça ne va pas être fait, mais donc peut-être à l'automne. Ça va durer, cette conférence va durer. Voilà, cette conférence dure au moins jusqu'en mars 2022 et peut-être au-delà, puisque ce sont des conclusions intermédiaires, mais donc on ne se ferme pas la porte non plus. Il s'agit de faire remonter quand même des propositions assez structurées, structurantes de la part des citoyens. Donc si on voit qu'on en a besoin d'un peu plus de temps, peut-être que ça continuera. Et donc cette lettre fait des propositions et ça peut être aussi tout simplement un débat dans l'hémicycle du Conseil régional. Yves Bertoncini, pour aller vite et droit au but, est-ce que les régions sont assez présentes dans l'organisation de la conférence sur l'avenir de l'Europe? La réponse institutionnelle à Bruxelles, c'est qu'elles sont observatrices, je crois, dans le comité exécutif. Et puis, il y a, dans l'assemblée plénière, il y a 9 représentants du comité des régions sur 443. Mais le comité exécutif, ils sont observateurs, ils ne sont pas membres, sauf erreur de ma part, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est sur le territoire. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'effectivement, comme tout un chacun, comme les organisations de la société civile, les acteurs sociaux, les acteurs régionaux, locaux aussi, bon, en France, une fois qu'ils sont passés les élections, parce qu'il y a quand même priorité de court terme pour eux, eh bien, s'engagent en faisant des propositions, ça a déjà été fait, en organisant des débats sur les thèmes qui leur sont chers, le développement économique, l'écologie, les transports, tout ça, ça a quand même une résonance européenne, et donc s'implique au-delà de ce que va faire le gouvernement central, parce que j'ai entendu parler de conventions citoyennes régionales à l'automne, mais je n'ai pas l'impression que les régions de France soient associées à leur organisation. Mais je vais dire, c'est dommage, et en même temps, ce n'est pas grave. Les régions de France, elles sont adultes, elles peuvent faire ce qu'elles souhaitent pour la réussite de ce débat citoyen sur le futur de l'Europe. Ce qui nous amène tout doucement sur la conclusion. Je remercie Julie Gourdaine d'avoir retransmis les questions des internautes. On en a eu pas mal aujourd'hui, donc ceux qui protestent qu'on ne leur donne pas assez la parole, on les a entendus et on a progressé. Pour conclure, quelle est d'après vous la priorité pour rapprocher davantage l'action de l'Europe des régions où elle se déploie, puisqu'on l'a vu, elle se déploie vraiment près des gens et ce n'est pas assez connu. Est-ce que c'est structurel? Est-ce que c'est de la communication? Yves Bertoncini. Je vais être obligé de vous répondre à nouveau qu'entre les deux, il faut incarner l'Europe. Et bon, j'ai déjà parlé des députés européens, la façon dont ils sont élus. Alors je préfère terminer sur le rôle des autorités nationales. Il y a des déplacements ministériels, mais aussi des nouveaux élus régionaux et même départementaux, il faut le dire, qui vont être élus au mois de juin. C'est eux l'incarnation de l'Europe sur les territoires. Pas que, ce n'est pas que, mais ils ont un rôle très important. Et les régions, on a parlé des fonds, souvent les fonds européens, ça ajoute un budget d'investissement sur la législature aux régions, c'est quand même important. Et bien donc il faut qu'ils incarnent ces fonds européens, qu'ils aillent faire vivre le débat autour de leur utilisation. Et puis au-delà, le débat sur la politique agricole commune, toutes les décisions que peuvent prendre l'Union européenne, l'espace de libre circulation transfrontalier dont j'ai parlé, entre autres. Et donc je dirais que ce sont des élections régionales et départementales qui nous attendent, mais elles auront aussi une dimension européenne. En tout cas, le mandat des élus en aura une. Isabelle Coustet, c'est une question d'incarnation aussi. Et puis peut-être que les régions y allaient un peu plus à Bruxelles, à Strasbourg. Alors, bon, ça c'est aller un peu plus à Bruxelles, Strasbourg. Je ne crois pas que ce soit ça qui fera la différence. Il faut y aller avec un objectif clair, surtout. Moi, je rejoindrais un peu ce qu'a dit Yves Bertoncini, c'est-à-dire que
plutôt que de parler d'Europe en région uniquement avec des chiffres, en disant l'Europe m'a donné ça, donc où j'ai réussi à obtenir ça de Bruxelles, expliquer pourquoi, en quoi ce projet qui nous concerne tous, qui est environnemental, qui vise à comment dire, résorber la fracture numérique, pourquoi ce projet est européen. Et déjà, ça serait un projet, ça serait un grand pas en avant. Donc c'est effectivement une question d'incarnation et d'appropriation. Et puis enfin, je voudrais quand même terminer sur une note un peu plus optimiste, parce que je n'ai pas terminé mon eurobaromètre. Les Français sont peut-être un peu sceptiques et surtout, ils sont très critiques de l'action des institutions européennes, mais ils sont quand même 75% à vouloir donner plus de compétences à l'Union européenne. En fait, ils considèrent que l'action de l'Union européenne est nécessaire dans le champ des crises qui nous touchent aujourd'hui, et qu'il faut la changer. Et donc ça, c'est peut-être un beau chantier pour les nouvelles régions, quand elles seront élues, les lancer sur la conférence sur l'avenir de l'Europe. Comment on va changer l'Europe ensemble? Isabelle Coustet, merci pour ces chiffres en avant-première sur le futur Eurobaromètre. Je rappelle que vous êtes chef du bureau du Parlement européen en France. Yves Bertoncini, merci infiniment. Merci, vous êtes président du mouvement européen France et consultant et enseignant en affaires européennes. L'intégralité de cette rencontre est à retrouver sur le site regionfrance.org avec un bonus, les réponses aux questions que nous n'avons pas eu le temps de traiter en direct s'il y en a. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 8 juin à 18h30, pour une nouvelle controverse Région de France qui sera consacrée au tourisme. Merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez tous sur le site. Merci à vous.